Hop, c'est parti. Voilà. Bienvenue à cette masterclass Calliope. J'espère que vous allez bien. On va ensemble partager une petite heure autour de ce qui se joue dans Calliope. Quels sont les challenges, quels sont les défis. Vous êtes nécessairement concernés parce que cette échéance du 31 décembre 2021 va arriver à grands pas. Et ce que je voulais vous proposer ce soir, c'est de vous animer euh, cette session. Alors, qui suis-je? Moi, je suis un formateur indépendant. J'ai ma structure, mon organisme de formation. Je m'appelle Nicolas Rimbaud. Je ne suis pas de par chez vous, mais je suis membre de l'ARAPL Grand Centre. Je suis basé à Orléans. Et en fait, j'ai proposé d'animer ce temps-là pour partager avec vous parce que je m'aperçois que Calliope, c'est un enjeu. Et il y a une forme d'injustice qui me saute aux yeux, qui est que les gros organismes de formation qui ont plein de forces commerciales, administratives et tout, vont être très à l'aise pour avoir les ressources en interne pour faire face à cet énorme cahier des charges qui est Calliope, et que les indépendants, dont vous faites partie tout comme moi, peuvent se trouver en difficulté et malheureusement, potentiellement exploités ou mis de côté juste au regard de cette exigence qualité. Et c'est pour ça que pour moi, c'est essentiel d'accompagner, d'être aux côtés des indépendants sur ce sujet-là. Et ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un tour de table assez rapide, s'il vous plaît, mais que néanmoins, chacun puisse se présenter en mode qui vous êtes, quelle est l'activité de formation que vous déployez, et pour jouer un petit peu aussi, à quel animal Calliope vous fait-il penser? Donc, c'est à vous, je vous renvoie la balle pour voir ce qu'il en est. Qui démarre? Je vous propose à tour de rôle de cheminer. Allez, qui se lance? Je veux bien. C'est parti, Justine. Alors, je m'appelle Céline. En fait, Justine, c'est le nom de ma fille qui utilise Zoom. C'était sûr, c'était Je ne sûr. sais pas pourquoi ça affiche Justine. Bon, peu importe. Peu importe, bien poussé. Céline Marc, auto-école Marc à Commercy dans la Meuse. Et nous, on est référencé Datadoc. Et donc, oui, bientôt Calliope pour pouvoir continuer à percevoir les fonds publics pour le permis de conduire. Oh que oui. Et alors, si je vous disais un animal, Calliope, ça vous fait penser à quoi comme animal? Un animal australien, je sais. Ok. Allez, un animal australien, très bien. Et merci d'avoir ouvert le bal. Qui enchaîne? Merci Céline. Qui enchaîne? Lisanne Bruchmann, bonsoir. Je suis aussi un peu comme vous, je suis formatrice indépendante. Et donc, oui, je pense qu'il viendra un jour où je serai aussi obligée pour avoir du travail, prouver que comment dire, j'ai la certification qu'il faudrait, quoi. Un animal, je ne sais pas, moi je penserais plutôt à un cheval. Voilà, Ok. Calliope. Parce qu'il court très vite, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Ok, super. Merci beaucoup. Qui enchaîne? Moi, je veux bien. Oui, allez-y. Donc, moi, je suis sexologue et je suis aussi organisme de formation. J'anime des formations dans les maisons d'arrêt, les EHPAD, les IME, enfin des établissements où ils ont besoin de former leur personnel. Et à quoi me fait penser Calliope? À une pieuvre. Eh bien, figurez-vous que moi, c'était mon animal aussi avant que je rentre dedans. J'avais le même que vous. Merci beaucoup, Nora. Qui enchaîne? Moi, je m'appelle donc Isabelle Bound et je suis formatrice en bureautique et en gestion, euh, toute indépendante, datadocké. Et ça me fait penser, je dirais, plutôt à un rhinocéros ou un dinosaure, quelque chose de très lourd et contre lequel c'est très difficile de se battre et de Ouais, gagner. Voilà, c'est un petit peu ça. très bien expliqué. Merci beaucoup à vous. Qui d'autre? Eh Je ben, veux bien. moyen. Ah, allez-y. Je vous en prie, allez-y. Allez-y, Magali, et après Emmanuel. Ouais, ça marche. Je ne sais pas trop si on m'entend bien. J'ai jamais essayé par l'ordi. J'ai toujours un casque, mais je l'ai perdu. On vous entend très bien. Donc moi, je suis Magali. Je suis formatrice indépendante en gestes et soins d'urgence, tout ce qui est SST, etc. Et dans le Grand Est. Et donc, Calliope, ça me fait aussi penser à un poulpe.
pareil, même principe. Un Très sacré bordel. Très clair. Merci beaucoup. Emmanuel, vous enchaînez, s'il vous plaît. Oui, donc je m'appelle Emmanuel, je suis formateur indépendant avec une spécialité concernant tout ce qui est formation sécurité, incendie, secourisme, etc. depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Datadocké, bien évidemment. Et l'animal, j'aurais choisi, mais apparemment ça a déjà été fait, le fameux rhinocéros. Donc je ne sais pas si on peut doubler ou s'il faut en Oui, vous trouver un pouvez autre. doubler. Si c'est le vôtre, c'est le vôtre. On a le droit de les partager. Ok. Quelque chose de massif, mais qui par contre va courir vite quand même, je pense. Donc j'adhère en tout cas à l'idée. Parfait. Merci beaucoup de votre proposition. Qui d'autre? Merci. Moi, je veux bien. Donc, je m'appelle Florian Herman. Je suis formatrice indépendante également dans le secteur de la petite enfance et de l'approche Nazolen. J'habite également dans le Grand Est, mais j'interviens sur toute la France au niveau de mes formations. Et moi, Calliope, ça me fait penser plutôt à un oiseau multicolore. Voilà. Magnifique, une belle image. On est avec vous, on vole avec vous. Merci beaucoup. Qui enchaîne? Moi, je veux bien. Allez-y, Angélica. Donc, bonsoir, je m'appelle Angélica. Je suis formatrice aussi dans le domaine de la petite enfance, dans le Grand Est et aussi au Luxembourg. Je ne suis pas référencée Datadoc, donc création d'entreprise en janvier 2020. Et pour l'animal, ça me ferait plutôt penser à une tortue. Ça va être long le parcours, mais bon, on y croit. Joli, joli. Merci beaucoup à vous. Qui enchaîne? Bien. Bon, je ne sais pas si vous m'entendez, Jean-Louis. On vous entend, Jean-Louis, allez-y. Très bien, mais bonsoir à tous. Écoutez, moi aussi, je suis formateur indépendant. J'arrive sur la fin de ma carrière, je vais dire. Donc, je me pose la question, est-ce que ça vaut le coup de le faire encore? Bref, et j'interviens beaucoup dans le milieu hospitalier, sanitaire et social. Donc, effectivement, si je suis pas à la qualification, je ne pourrais pas continuer à travailler dans ce milieu-là. Quand vous dites en fin Voilà. d'activité, vous envisagez de travailler combien de temps encore? 2 ans. Cette année-ci, l'année prochaine. Ok, ok. Ouais, choix. Mais pour l'année d'après, vous allez y passer, effectivement, mais je comprends la question. Merci à vous. Qui d'autre? Est-ce que quelqu'un d'autre veut se présenter? Ou bien est-ce qu'on n'a que des écrans noirs de gens qui sont inscrits mais qui ne sont plus avec nous? Pardon, allez-y. Philippe, je ne sais pas si vous m'entendez. Allez-y, Philippe. Voilà, donc Philippe Godel, formateur indépendant dans le milieu du SST, pareil, hein, secourisme et puis incendie. Donc je suis comme le collègue précédemment, j'arrive un petit peu sur la fin de la carrière, donc on se pose des questions. Est-ce qu'il faut vraiment engager des frais, des travaux pour Je comprends. tout ça, quoi. Très bien, je comprends. Merci, Philippe. On ne vous entendait pas tout à l'heure, madame, avec le casque. Il y a Sinon, aussi Christophe qui a mis un message. mettez-nous-le dans le chat, sinon. Il n'a pas de micro, il n'a pas de vidéo, Christophe. Ok, bah, si vous n'avez pas de micro ou de vidéo, mettez-nous dans le chat ce qu'il en est. Ça Non, mais c'est Christophe qui le dit. Moi, c'est Nora qui parle. Oui, j'ai compris. J'ai compris que vous parliez pour Christophe qui, du coup, ne peut pas parler, effectivement. Voilà. C'est ça. Parfait. Bah, écoutez, les autres, si vous avez ce besoin, mettez ça. Je vous invite en tout cas à mettre ça dans le chat. On va enchaîner du coup. Constat. À fin 2020, il y a seulement 7500 organismes de formation qui sont certifiés, c'est-à-dire 1 sur 10. Pas plus que ça. Il faut que vous sachiez que les certificateurs, en ce début 2021 dans lequel on est, reçoivent très peu d'offres en ce moment. Pourquoi? Il y a plein d'organismes de formation. Vous savez, quand vous contactez un certificateur, vous devez lui transmettre votre dernier bilan pédagogique et financier. Et il y en a plein qui attendent d'avoir finalisé leur bilan pédagogique et financier de l'année 2020, considérant qu'ils ont eu une baisse d'activité, donc une baisse de chiffre d'affaires, puisque le temps de l'audit a à voir avec le volume de chiffre d'affaires qu'on a. Ce qui fait que, tout ça pour vous dire, en ce moment, 1 sur 10 seulement est passé. En ce début d'année, très peu en contact. Ça veut dire qu'on va avoir, à partir du printemps et de l'été, une demande massive et clairement, les certificateurs ne pourront pas faire face. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui vont vouloir s'engager dans le process à partir du printemps et de l'été et qui ne seront pas validés à la fin de l'année civile, ce qui va leur poser des gros soucis.
Ce qui est important de noter aussi, j'ai cette donnée que j'ai récupérée il y a 2 jours, 21% des audits donnent lieu à au moins une non-conformité. Il est donc important d'apporter de la vigilance à ce qu'on présente. Ce qui est important de noter, certaines et certains d'entre vous ont exprimé que moi, j'étais datadocké. J'étais le cas d'ailleurs. Moi, j'étais datadocké avant de me présenter moi-même à la certification qualité Calliope. Et en fait, on a quelque chose qui est fondamentalement différent dans la logique par rapport à Datadoc, comme vous pouvez le voir sur l'écran. On était vraiment dans un contrôle a posteriori dans Datadoc. Rappelez-vous, il suffisait de déposer sur une interface, une plateforme en ligne, des documents correspondant à ce qui était demandé. Si ce n'était pas bon, vous aviez une croix rouge en face qui vous disait « c'est pas bon », personne ne vous parlait, il fallait recorriger, remettre. Quelqu'un regardait, mais on n'interagissait jamais avec personne. On était en mode « ok, si vous nous montrez que vous avez le document administratif, ça nous va ». Et donc, là, on va passer à la capacité à faire que l'on documente et que l'on prouve, avec un auditeur qui est en face de nous, non seulement va nous demander des éléments de preuve, des documents, mais aussi va nous interroger autour de tous ces documents. Ok, très bien, qu'est-ce que vous en faites? Comment vous les utilisez? Comment ça se passe pour vous? Etc. Et si on considère que quand on est datadocké, c'est bon, on va bien enchaîner, c'est une logique absolument différente. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. J'aurais tendance à dire que si on est datadocké, on a quand même globalement un tiers du boulot de fait, mais il reste 2 tiers qui sont importants. Ce qui fait qu'avec Calliope maintenant, les organismes de formation qui ne mettront pas en place un système de management des compétences de toutes les personnes impliquées dans le dispositif de formation n'auront pas la certification, alors que cette dimension-là, que je viens d'évoquer à l'instant, dans Datadoc, on s'en occupait pas, on parlait que du formateur et de ses formations. Ça veut dire que nous, on est indépendants, donc globalement, on n'a pas de secrétariat, de commerciaux, de gens comme ça. Pour autant, on va le voir un peu plus loin, on va bien devoir nommer un référent pédagogique qui sera nous, un référent handicap qui sera nous, un référent qualité qui sera nous, et montrer comment on fait par rapport à ces différents types de fonctions-là. Ensuite, à tout moment, vous pouvez m'interpeller, me questionner, sentez-vous à l'aise. Sur le principe de Calliope, on est dans une logique des éléments de preuve qu'il s'agit d'anticiper. Et là, je vous ai écrit 5 et 1 pour les non-conformités majeures et mineures. Certains indicateurs, si vous ne remplissez pas les exigences qualité de cet indicateur, vous donneront une non-conformité majeure. Et quand on a une non-conformité majeure, on n'est pas certifié Calliope. Certains indicateurs, s'ils sont non conformes, présentent des non-conformités mineures. On sait très bien lesquels à l'avance. Donc dans la préparation, on le sait très bien à l'avance. Et on a le droit jusqu'à 5 non-conformités mineures pour obtenir Calliope. À partir de 5 non-conformités mineures, on n'a pas Calliope. Mais si on a très clairement 4 non-conformités mineures, on est certifié Calliope. On va pouvoir expliquer qu'on va travailler sur les indicateurs en question, mais on est certifié Calliope. C'est important de noter aussi que ce en quoi ça nous amène, c'est avoir une organisation plus structurée. Je ne vais pas parler pour vous, je vais parler pour moi. Moi, je ne suis pas un champion de l'administratif. Je vous avoue que c'était un peu en mode un peu bordel organisé, bien que datadocké avant Calliope. Et en fait, j'ai dû mettre du cadre, de l'ordre, de la rigueur et un système de management de qualité qui ne soit pas une usine à gaz, mais qui soit existant pour pouvoir l'obtenir. C'est important de noter aussi qu'on n'essaye pas d'aller dans le perfectionnisme, et j'utilisais à l'instant l'expression usine à gaz, mais bien la qualité de ce que l'on fait pour montrer que ce qu'on fait, ça sert les intérêts de nos utilisateurs. Donc, on ne se met pas trop de pression, mais en même temps, on a tout un système de management de la qualité à mettre en place. Je vais vous proposer de regarder, parce que le premier aperçu que vous avez peut-être eu sur le référentiel, si vous en avez eu un, c'est d'identifier qu'il y a 7 critères qui eux-mêmes sont sous-décomposés en tout en 32 indicateurs. Et moi, ce que je voudrais, c'est vous simplifier au moins la compréhension de ces critères-là à travers… Alors, attendez, il y a quelqu'un qui veut rejoindre. Il faut que je stoppe le partage d'écran pour accepter la personne qui nous rejoint. Veuillez m'en excuser. Hop, j'admets et je vais rechercher le document. Voilà. Hop, on est bon. Je vais vous expliquer la logique de pourquoi il y a ces critères, parce que ça semble touffu quand on n'a pas l'habitude au démarrage. Le critère 1, il est là pour dire comment vous y prenez pour informer les gens sur vos prestations. Comment vous faites par rapport à ça, sur les délais pour pouvoir y accéder, sur comment vous avez des résultats. Et en fait, la forme de logique derrière, c'est
La personne qui est en face de nous ne nous connaît pas, c'est un prospect. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Donc clairement, c'est est-ce que vous avez des plaquettes d'information, un site internet? Est-ce que vous utilisez des réseaux sociaux? Est-ce que vous faites de l'emailing? Comment vous faites pour faire savoir aux gens que vous existez, que vous avez des offres? Ce critère-là, chaque critère comporte plusieurs indicateurs, hein. Le critère 1, il est à cette étape-là. Je ne suis pas en train d'animer une formation, je ne suis pas en train de voir s'il y a des réclamations, quoi que ce soit. Je suis en mode, pour l'instant, les gens autour de moi sont des prospects, ils ne me connaissent pas. Qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Le critère suivant, qui lui-même recomprend différents types d'indicateurs, il est là pour nous parler de l'identification des objectifs de ce qu'on propose et l'adaptation de ces prestations au public. La logique qu'il y a derrière, avant, c'était les gens ne nous connaissent pas, ce sont des prospects. Là, la logique, je l'ai intitulée. Pour le critère 2, on est dans ce que j'appelle la magie de la rencontre. La personne nous connaît désormais, mais on n'a encore rien signé avec elle. On est là pour écouter et présenter un éventuel déroulé pédagogique. Là, typiquement, il vous faudra démontrer que quand vous échangez avec quelqu'un, vous lui posez des questions pour savoir quels sont ses besoins, comment vous pouvez y répondre, qu'est-ce qu'elle vise, quelle est sa situation. Toute cette étape d'entretien préliminaire, potentiellement, avez-vous une trame type d'entretien? Moi, j'ai ça, que vous utilisez dans ces moments-là. Et ensuite, déroulé pédagogique, qu'est-ce que vous faites pour montrer que en fait, vous adaptez aux besoins et aux spécificités des gens en face de vous ce que vous avez à proposer? Le critère suivant, qui est le critère 3 donc, il nous parle de comment on adapte au public bénéficiaire, nos apprenants, les prestations, comment on accueille, comment on accompagne, comment on évalue. Toujours dans la logique, c'est là, on arrive à, ça y est, on a le go, on a signé, on a contractualisé. Qu'est-ce que vous faites pour prendre contact avec les stagiaires, mettre en œuvre de la logistique, vos salles de réunion, vos contenus, votre matériel, vos convocations, vos conventions, vos fiches d'évaluation derrière? C'est toutes ces logiques-là qu'on va voir dans ce critère numéro 3. Et vous voyez, ce que je veux là, c'est vraiment vous traduire que c'est un parcours, un process tout à fait logique. Je ne connaissais pas les gens, j'écoute leurs besoins. Maintenant, c'est bon, comment je contacte les stagiaires? Vous voyez qu'on chemine, mine de rien, de façon chronologique. C'est rassurant. Il y a quand même un ordre logique dans ces critères. Ensuite, c'est le critère 4 qui est là pour parler de, dans le jargon du référentiel, l'adéquation des moyens pédagogiques, techniques d'encadrement aux prestations mises en œuvre. Et en fait, la logique qu'il y a derrière ce critère 4, c'est qu'est-ce que vous mettez en place pour bien matcher avec les apprenants, pour que ça soit bien adapté à eux, que ça leur corresponde, que vous soyez dans une forme de spécificité pour le groupe de personnes que vous avez devant vous, si c'est un groupe, ou d'individualisation de ce que vous leur proposez, si c'est en individuel. Qu'est-ce que vous faites pour vraiment que ça colle bien pédagogiquement dans la relation pédagogique avec eux? Est-ce que vous utilisez différents types de supports, différents types de leviers, de moyens pour les aider à apprendre dans votre métier, votre spécificité, les compétences que vous déployez? Le critère suivant, le critère 5, il est là pour nous parler maintenant de la qualification, le développement des connaissances, compétences des personnels chargés de mettre en œuvre les prestations. En gros, ça veut dire qu'est-ce que vous faites, vous, quand on est indépendant comme nous, qui êtes formateur, pour vous former vous-même? Et ça, c'est important, on n'y avait pas ça dans Datadoc. Qu'est-ce qu'on fait pour se former nous-mêmes? Avec plusieurs types de logiques, il y a notamment 3 grands axes qui sont visés dans ce critère-là. Pour me former à la spécificité de mon métier, mon métier, à moi, je forme dans les domaines du management, du leadership, de l'état d'esprit, du mindset, de la prise de parole en public. Qu'est-ce que je fais pour me former sur cette partie-là? Deuxième partie, qu'est-ce que je fais pour me former sur la pédagogie au sens large? Troisième partie, qu'est-ce que je fais pour me former sur les sujets de législation liés à l'univers de la formation? Me former et ou m'informer. C'est vraiment les 3 grands registres. Ils veulent savoir si vous vous formez. Typiquement, on peut proposer un élément de preuve, notre propre plan de formation. Vous prenez un fichier Excel, voilà, cette année, je me suis formé sur ça, tel sujet, telle date, tel volume horaire, tel prix. Et idéalement, avoir des éléments de preuve en mode les convocations de ces formations auxquelles vous avez assisté, des éventuels livrets pédagogiques qu'on vous a donnés, etc., etc. Le critère suivant, qui est le critère 6, il est là pour nous parler de l'inscription de l'investissement du prestataire dans son environnement professionnel. Et là, la logique derrière ça, vous voyez, je vous l'ai mis en forme très simplifiée. Dis-nous que tu n'es pas dans une bulle, que tu n'es pas juste avec toi-même, centré avec toi. Et il nous pose 3 fois la question, puisqu'il y a 3 indicateurs dedans.
par rapport au règlement, par rapport à la posture et la pédagogie. Et notamment, là, il essaye de voir si vous faites des choses dans le digital ou pas, si votre métier peut s'y prêter. Ils sont assez sensibles à voir ça. Attention, ils ne veulent pas nous amener dans le e-learning, mais moi, par exemple, j'utilise 2 types de plateformes de formation en ligne. Et ce que je proposais avec des choses en distanciel l'a interpellé, lui a plu. Donc là, c'est lui montrer un exemple de la plateforme, ou si vous avez tourné des modules vidéo en complément de ce que vous faites en présentiel, lui montrer, ou si vous n'utilisez pas, l'expliquer, le justifier, ou dire que ça fait partie de vos plans d'action de 2021, par exemple. Et puis, c'est dis-nous que tu n'es pas dans une bulle par rapport à tes cibles. Par exemple, moi, j'avais pris un stand au dernier salon RH à Paris. J'ai fait d'ailleurs une conférence dans le cadre de ce salon-là pour parler au DRH. Je fais des envois de mails à un fichier que j'ai, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça, de l'ANDRH par exemple. Est-ce que tu es ouvert au monde professionnel au sens large? Et puis, le 7e critère, c'est comment est-ce que tu t'y prends pour apprécier, comptabiliser, archiver tout ce qui est les appréciations, les évaluations et les réclamations. Et là, ne tombez pas dans l'écueil de dire, moi je vais être honnête avec vous, avant Calliope, je faisais bien sûr les fiches d'évaluation de fin de formation, mais sur les réclamations, je ne faisais rien. Et là, si vous dites à l'auditeur, ah non, mais moi des réclamations, de toute façon, j'en ai jamais, donc je ne fais rien, c'est la cata assurée. C'est des réclamations, j'en ai pas nécessairement, mais j'ai mis en place un système. Donc un système, c'est quoi? C'est une fiche type de qu'est-ce que je recueille quand il y a une réclamation, une procédure toute simple de quand une réclamation vient, qu'est-ce que je décline derrière? Ben, je décline le fait d'accuser réception, par exemple, de la réclamation, d'échanger avec la personne pour comprendre le sujet, de mettre en place une action, ensuite de revenir vers la personne qui a réclamé pour lui faire savoir qu'on a amélioré des choses de cette nature. C'est important d'être très au clair sur ce sujet-là. Et en fait, c'est vraiment très important. J'insiste sur l'idée que vous ne déployez pas une usine à gaz. Moi, j'ai développé d'ailleurs moi-même un accompagnement pour les indépendants que j'appelle Calliope facile, parce que mon enjeu, c'est de rendre tout ça le plus facile possible, le plus concret, mais facile en même temps. Un système de management de la qualité, vu comme ça a l'air d'être très compliqué à dire, mais c'est qu'est-ce que moi, dans mon organisme indépendant, c'est ça la question que vous devez vous poser, j'ai mis en place pour communiquer une information fiable sur mon offre de formation. Avez-vous un catalogue de formation notamment, en plus de ce que je vous ai dit tout à l'heure, site internet, plaquettes, réseaux sociaux éventuels, etc. Tout ça n'est pas obligatoire, mais c'est qu'est-ce que vous mettez en place? Comment je fais pour adapter aux bénéficiaires les parcours que je propose? Comment moi-même je m'accompagne ou je me forme? Comment je mets en place une veille pour savoir comment ça se passe dans le champ dans ma spécificité métier, mais dans le champ de la formation aussi, et puis évidemment au sens plus large, quelque chose en termes d'amélioration de la qualité. Et ce que je veux vous dire aussi, en même temps, c'est un de mes aspects forts à moi, parce que j'accompagne les leaders, les dirigeants d'entreprise, et le background qui est le mien, c'est celui du sport de haut niveau. J'ai une thèse de doctorat en psychologie du sport, et la prépa mentale est un vrai sujet qui m'anime. Pour moi, il est fondamental de se préparer mentalement et physiquement. Je ne sais pas ce qu'il en est dans votre vie à vous, mais j'ai le sentiment, en tout cas je peux parler pour moi, j'ai plus l'habitude d'être évalué, d'être audité, d'avoir quelqu'un en face de moi qui va challenger ce que je fais. Moi, en fonction de mon chiffre d'affaires, j'ai été audité pendant 1 jour et demi, et je peux vous dire qu'avoir pendant 1 jour et demi quelqu'un qui vous fait parler, qui essaye de mettre en perspective ou autre, il y a intérêt mentalement à être prêt, en étant dans le fait de parler honnêtement, de dire la vérité quand on n'a pas, d'être élégant avec la personne en face, mais d'être convaincant en même temps et affirmer si on voit qu'on se fait titiller et qu'on n'a pas à l'être. C'est une relation humaine, donc avec tous ses avantages et ses inconvénients. Et l'idée, c'est vraiment, pendant le temps de l'audit, face à l'auditeur, à la fois de jouer finement entre le référentiel et ce qu'il demande et ma pratique. Dans ma pratique d'indépendance, c'est comme ça. Par exemple, typiquement, je ne sais pas où vous en êtes. Moi, j'ai un bureau et une salle de formation, mais ce n'est pas le cas de tous les indépendants. Et c'est OK. On n'est pas obligé d'avoir une salle de formation ou des locaux. Il s'agit d'expliquer comment on fait. Est-ce qu'on met ça en place dans les entreprises dans lesquelles on va et quels critères mettons-nous en place pour nous assurer que les locaux vont? Ou est-ce qu'on a présélectionné des locaux dans lesquels on va, etc., etc. D'ailleurs, si vous n'avez pas de local professionnel pour le jour de l'audit, sachez que ça peut se faire soit en visio comme on est en train d'être là, soit
à votre domicile, si c'est OK pour vous. Il n'y a pas de drame ou d'obligation ou de contrainte là-dessus. On n'est pas obligé de prendre des locaux ou des bureaux. Soyons à l'aise avec ça. Et en tout cas, vraiment, l'idée, c'est très concrètement, monsieur ou madame, qu'est-ce que vous faites? Comment vous vous y prenez? Comment ça se passe? Typiquement, moi, une des questions qui m'est venue, c'est, allez, vous animez une formation sur une journée, et là, à 14 heures à la reprise, il y a quelqu'un qui n'est pas là. Qu'est-ce que vous mettez en place? Et donc, je n'avais pas prévu ce cas-là, mais en fait, c'est juste du bon sens. Ce que je mets en place si ça arrive, ça ne m'est pas encore arrivé, mais ce que je mets en place, c'est, je demande aux membres du groupe de contacter la personne s'ils ont les coordonnées, s'assurer avant tout qu'il n'y a pas de drame ou de vrais problèmes de santé ou autre. Ensuite, je contacte potentiellement les RH ou l'entreprise. Ensuite, j'essaye de voir est-ce qu'il est possible de mettre en place une autre session pour rattraper, blablabla. Et en fait, j'ai du coup formalisé une mini checklist de comment je m'y prendrais dans tel cas de figure. Vous voyez? Ensuite, ouais, ça, c'est mes petits dadas à moi, mais c'est important de les avoir. On a des réactions automatiques quand on est face à un obstacle ou face à un auditeur qui vient nous chercher et qu'on ne sait pas trop comment faire. Soit on va raisonner de manière catastrophique, ok, c'est cuit, il va m'en mettre plein la tête. On veut reprendre le contrôle, non, mais vous n'avez pas le droit de me demander ça, blabla. Soit on parle pour parler, soit on analyse sans fin, s'il me dit ça, ça veut dire que ça, etc. Et en fait, on se met à douter. Typiquement, j'ai eu un des indicateurs où l'auditeur me dit, Monsieur Rimbaud, là, moi, l'élément de preuve que j'attends, c'est votre livret d'accueil. Pouvez-vous me présenter votre livret d'accueil? Et là, je me suis dit, de toute façon, ça ne sert à rien que je le baratine. Je n'avais pas de livret d'accueil, pour être transparent avec vous. Et je lui ai dit, écoutez, ça ne sert à rien que je vous invente quoi que ce soit. Je reconnais que je n'en ai pas, donc je ne peux pas vous le présenter. C'est aussi simple que ça. Et je lui ai dit avec le sourire, et je lui ai dit, si ça doit m'amener à un élément de non-conformité, c'était sur un indicateur mineur, je lui ai dit, ben, j'en accepte l'augure, c'est comme ça. Et pour votre info, la façon que vous avez d'interagir avec l'auditeur fait que les choses se passent bien ou pas bien. Parce qu'on est arrivé au bout de la première journée, je vous ai dit que moi j'étais sur une journée et demie, et en fin de cette première journée, l'auditeur m'a dit, Monsieur Rimbaud, j'apprécie vraiment la façon que vous avez présenté les choses, tous vos éléments de preuve sont bons, etc. Certes, sur tel indicateur, il me fallait le livret d'accueil, vous n'avez pas. Si d'aventure vous avez la possibilité de m'en rédiger un et de me le proposer demain matin, je le prendrai en compte dans l'indicateur et je ne ferai pas apparaître la non-conformité mineure. Donc, faire un livret d'accueil qui dit, voilà, mes locaux sont là, il y a des toilettes là, si vous voulez manger le midi, ça se passe comme ça, etc. Ce n'était pas très compliqué à faire, je l'ai fait, je lui ai proposé le lendemain, et c'est venu de quoi? C'est venu du fait que je n'étais pas dans l'agressivité avec lui, j'étais vraiment le plus pratique qui soit, et ça permet d'aller vers de l'humanité dans cette relation-là aussi. Et en fait, j'aime utiliser, ça c'est un des outils que moi j'utilise pour les leaders que j'accompagne. La routine BMW, je ne fais pas de pub pour cette marque de voiture. L'idée c'est de se dire… Je voulais juste demander quelque chose. Il me semble que lorsqu'on était datadocké, le livret d'accueil, on était obligé de l'avoir. Eh bien, figurez-vous que moi j'étais datadocké puis je ne l'avais pas. Et j'étais datadocké. Je vous dis la vérité, ma vérité d'expérience réelle telle qu'elle est. Qu'est-ce que j'avais mis à ce moment-là dans Datadog? Je ne sais pas. Parce qu'il y avait, la demande du livret d'accueil. C'est pour ça que du coup, je me demandais… Ok. Alors, à tous les coups, ce qui s'est passé, c'est que j'avais dû en mettre un dans Datadog. Mais regardez, c'est bien pour ça que Datadog, c'est vraiment, on mettait des documents et est-ce qu'on s'en servait dans notre quotidien? J'avais dû en mettre un dans Datadog. Et de toute façon, j'ai pris des locaux après avoir été datadocké. Et j'avais dû le mettre, puisque vous le dites, je ne l'avais plus à l'esprit, dans Datadog. OK, donc j'avais dû artificiellement en créer un. Et j'en ai pas créé un qui véritablement correspondait au vrai endroit où j'animais les formations maintenant. Donc du coup, je ne l'avais pas, quoi qu'il en soit. La routine BMW, chaque demi-journée, c'est juste, alors B pour bien, M pour mieux, et W pour waouh, ou encore le meilleur de ce que je peux faire. Au bout de chaque demi-journée, donc, ou au bout aussi, vous avez des pauses au sein des demi-journées, c'est se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai fait de bien? Pour se le poser et se le regarder, et pas être en mode critique intérieure qui nous fait je suis à la ramasse, j'y arrive pas, etc. Ensuite, qu'est-ce que je dois mieux faire pour la prochaine séquence, le prochain échange avec l'auditeur, la prochaine heure, la prochaine demi-journée, etc. Et puis, d'un point de vue plus majeur, quel changement, routine, amélioration de mon système me permettra d'être au meilleur pour l'avenir et la suite éventuellement face à d'autres types d'auditeurs. Et
comme j'aime les modèles des champions, pour Calliope, on peut approprier ça aussi. Ce qui est très important, c'est de vous dire que par rapport à Calliope, comme tous les plus grands champions sportifs, puisque tel est mon modèle d'inspiration, notre enjeu, c'est de retarder les gratifications immédiates. Ça veut dire ne pas attendre que l'auditeur me dise « Ah ouais, super, ah fantastique, etc. » Me mettre en recul face à ça, en fonction de l'humain qui sera votre auditeur. Vous en aurez qui vous diront « ça c'est bon, puis vous en aurez qui seront là, qui écoutent et qui sont assez impassibles. Donc, ne soyons pas accros au feedback immédiat de « c'est bien ». Ensuite, le temps numéro 2. Accepter une frustration temporaire, accepter que sur ce point-là, ça se passe moyen. Soyez en paix avec ça, parce que si vous vous prenez la tête au sens premier du terme sur ce moment-là, vous allez dégrader votre capacité de convaincre derrière. Comme les grands champions sportifs, expérimenter une récompense à long terme qui consiste à obtenir la certification après coup, soit à l'issue de mon premier audit, soit si j'ai des non-conformités à améliorer. Et puis surtout, comme les grands champions, Calliope, c'est une belle opportunité avec l'auditeur d'écouter, d'apprendre et de recueillir en obtenant des feedbacks qui vont nous permettre de mieux cheminer. Voilà. Si vous le souhaitez, j'ai un petit document, j'ai rédigé un petit document qui donne 5 conseils indispensables que je peux vous envoyer. Il vous suffit simplement de m'envoyer un mail. Mon mail, vous le voyez là, il est très simple, nicolas@nicolasrimbaud.com. Je peux vous envoyer ça de façon… c'est un document assez complet qui donne des conseils essentiels pour aller plus loin que ce que je vous évoque là. Et ce que je peux vous proposer maintenant, c'est de répondre à d'éventuelles questions ou de recueillir vos remarques, vos feedbacks, vos interrogations du moment. Est-ce que quelqu'un a des questions? Là, vous avez vu, j'ai voulu vous montrer la trame générale, la cohérence critère par critère, vous aider à relativiser le sujet et à essayer de vous sentir un peu plus sécure face à celui-ci. Avez-vous des questions qui surgissent avant même que je fasse cette intervention ou maintenant? Donc sur des choses avant ou sur des choses que j'ai pu vous partager là ce soir? Comment vous vous sentez là, au moment d'y aller, au moment d'aller face à tout ça? Je vais prendre Confiant? la parole. Allez-y. Merci, Nicolas. Je vous en prie. En fait, pour moi, l'auditeur, c'est quelqu'un qui va m'aider à progresser. Ouais. Donc, je ne vois pas du tout comme quelqu'un qui va venir m'embêter, pinailler sur des détails. Je pense qu'il a des compétences, il a des capacités, il a un savoir-faire, et j'espère tout du moins. Oui, oui, oui. Et donc, on va se servir de ces compétences-là pour mettre à plat certaines procédures, certains documents éventuellement qui ne sont pas tout à fait au point chez nous, quoi. Je reprends l'exemple du livret d'accueil que vous avez évoqué tout à l'heure. Oui. Je me rappelle très bien avoir présenté un livret d'accueil, tout en ayant précisé qu'on n'était pas concerné parce qu'on ne reçoit personne chez nous. Mais bon, voilà, ils voulaient un livret d'accueil, on l'a présenté, ils l'ont validé, et puis tout va bien, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, ce que j'en attends quand même de la part de cette procédure, c'est que ces gens soient un peu plus sérieux, un peu plus efficaces que l'était le Datadoc, dans le but de progresser, parce que sinon, si c'est juste pour aligner des documents, ça n'aura pas plus d'intérêt que le Datadoc, en fait, à mon avis. Complètement d'accord avec vous. Et là, très clairement, ça va dépendre de quel type d'individu on a en face de nous. Si on a des chefs de la qualité, c'est compliqué. Si on a des gens qui considèrent qu'ils sont là pour… Alors, ils n'ont pas le droit de nous conseiller officiellement, mais nous aider à co-construire un système de management de la qualité, c'est très vertueux. Moi, j'ai retenu au moins 4 ou 5 conseils que j'ai notés en même temps qu'ils me le disaient. Alors, on n'a pas le droit de dire que c'était des conseils puisqu'il n'a pas le droit d'en faire, mais de mon expérience, ça s'est bien passé et c'était en mode bienveillant et exigeant. Les deux en même temps. Et moi, les deux en même temps, ça me va bien. Que exigeant, je trouve que ce n'est pas fair play quand on n'est pas des experts de la qualité a priori. Encore une question, si vous permettez. Est-ce que vous avez une idée du profil des gens qui sont susceptibles de venir nous rencontrer? Oui, ce sont potentiellement des qualiticiens, des gens qui ont fait de la qualité leur métier, qui potentiellement font des audits de qualité ISO 9001, etc. dans les entreprises. Il y a 2 types de profils. Ce type de profil en 1 et en 2, vous avez des gens que je pourrais être, qui sont formateurs ou gérants d'organismes de formation, etc., et qui se sont formés
et ont passé l'agrément pour devenir certificateur. J'en connais qui l'ont fait comme ça. Donc, en fait, il peut y avoir les deux types de profils. Vous m'avez l'air sympa, il vous suffit de passer le brevet d'auditeur et je vous accueillerai avec plaisir. Vous êtes tout aussi sympa, mais j'ai beaucoup mieux à faire avec les gens que j'accompagne. Et partager là ce soir, c'est déjà chouette. En tout cas, merci pour votre intervention. Avec joie, je vous en prie. Merci. Moi, s'il vous plaît, j'aurais voulu savoir si jamais on ne l'a pas. Oui. On passe avec l'auditeur et bon, au final, on a un ou deux critères qui ne correspondent pas, donc on est recalé, entre guillemets. Qu'est-ce qui se passe? Ok, très très bonne question. Comme je suis quelqu'un de sympa, comme ça vient d'être dit par Emmanuel, mais surtout d'optimiste et de positif, moi je pars du principe que Calliope, on l'a toujours. Peut-être pas du premier coup, mais on l'a toujours. Concrètement, par rapport à ce que vous dites. Si par exemple, imaginons, j'ai des non-conformités, allez, j'ai 3 non-conformités mineures, ce que je dois faire, c'est fournir à l'auditeur un plan d'action. Ok, très bien, je suis donc en non-conformité là. Je vous envoie un plan d'action qui dit ce que je vais mettre en place pour corriger ça. Et si on a des non-conformités, et c'est important pour le coup de se rappeler que l'auditeur est un partenaire et qu'on a le droit de l'activer un peu et de le booster un peu s'il le faut. Imaginons par exemple dans mon cadre du livret d'accueil que je sois tombé sur quelqu'un qui dise « Ok, il vous manque le livret d'accueil, donc voilà, vous avez tout sauf cette non-conformité mineure. » J'aurais eu Calliope, j'aurais été certifié Calliope. Et si j'avais voulu, sous 2 heures, je lui envoyais un livret d'accueil et je lui aurais dit « Je vous remercie, monsieur blablabla, de me revenir sous 48 heures pour me dire si vous validez cet élément, etc. » Donc, on a la possibilité d'y revenir, de reproduire dans la foulée, en tout cas si on a du temps à consacrer à vite corriger ce qui a mal été fait et à ressolliciter l'auditeur en disant « Je vous demande de me revenir le plus urgemment possible pour être réaudité, par exemple, si j'ai une non-conformité majeure, pour être réaudité sur cet élément et obtenir ma certification Calliope. » Est-ce que je réponds à votre question? Oui. Et par rapport à… Enfin, je continue. Par rapport aux organismes qui peuvent nous accompagner, justement, parce qu'on est très sollicité en ce moment, oui, par mail ou par téléphone, par des formateurs ou enfin, pas des organismes, des formateurs qui veulent nous aider à nous accompagner sur la démarche. Est-ce que vous pensez que c'est intéressant? Pour moi, c'est alors 2 choses. Pour moi, ce n'est pas intéressant, c'est indispensable. Moi-même, j'ai été accompagné par 2 amis qui eux-mêmes accompagnaient à ça. Seul, je n'aurais jamais réussi et j'aurais mis un temps qui est démultiplié. Moi-même, pour être transparent, moi-même, j'accompagne les indépendants à faire ça. J'ai un programme pour accompagner les indépendants, mais que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, je n'imagine pas qu'on puisse y arriver sereinement parce que ça a son importance et assez rapidement seul. Et en profitant d'être avec d'autres intervenants indépendants pour travailler plus ou moins ensemble sur, par exemple, le livret d'accueil ou les contenus, etc. Quand on a les mêmes domaines de formation, ça peut être intéressant aussi. Tout à fait. Quand on est dans des domaines proches, absolument. On peut partager le travail, en fait. Oui, complètement. C'est une très, très bonne suggestion. Et ça ne gênerait pas l'auditeur bon, j'ai déjà vu à peu près la même chose. Je veux dire, il n'y aura pas de copiage. Alors, vous avez donné la réponse dans la question, sans aucun doute. Si c'est du copier, et alors là, c'est intéressant parce que je suis basketteur, je vous partage quelque chose. Je vais accompagner la Ligue du centre de basket dans sa démarche Calliope et on va l'accompagner à 2. Moi, sur une dimension formation initiale, et un autre ami qui, lui, est auditeur Calliope. Il est auditeur Calliope, mais il a aussi sa propre structure pour accompagner les organismes. On va l'accompagner en 2 temps. On va les accompagner en 2 temps. Et c'est pour ça que j'échange toujours avec lui et que je suis très au fait des sujets. Et il dit, moi, quand je m'aperçois que j'ai un copier-coller de quelque chose que j'ai déjà vu ailleurs, je monte en furie et là, je ne lâche pas les gens. Et en fait, typiquement, moi, dans l'offre d'accompagnement que j'amène, il y a plein de modules de formation vidéo pour tout expliquer la logique. Je donne tous mes templates, c'est-à-dire mes fichiers Word, PowerPoint, Excel transformables, qui ont été les éléments de preuve qui ont été validés. Et donc, l'idée, c'est que les gens que j'accompagne, ils puissent les prendre pour
Dans certains cas, je le reconnais, dans certains cas, ils auront juste le logo à mettre et ça marchera, type convention, évaluation, etc. Il y en a plein. Et dans certains autres cas, il faudra juste améliorer des petites choses à ses propres spécificités. Mais c'est surtout, voilà, monsieur l'auditeur, je vous présente 7 éléments de preuve. Donc, moi, je peux vous aider à gagner un temps fou sur vos éléments de preuve. Et ensuite, que vous soyez en capacité de dire, voilà, ce document, je m'en sers dans tel contexte, et quand il se passe ça, et je l'adapte, et je fais ci, et je fais ça. C'est toute l'histoire autour qui est importante d'exposer. Tout ça pour dire, pour répondre pleinement et jusqu'au bout à votre question, copier égale gros danger, s'inspirer, modéliser égale quelque chose d'intéressant de mon analyse à moi. Est-ce que je réponds à votre question? Oui, parce que parfois, enfin, moi, je sais par rapport à une expérience aussi, pour avoir travaillé avec d'autres intervenants, on travaille ensemble, on avait le même support de cours, on était quelque part même interchangeables pour les formations en cas de problème. Donc, on avait, enfin, c'était notre même catalogue et tout ça. Donc, Ouais. on mettait nos moyens en communauté, quoi. D'autant plus dans ce cas-là, il ne peut pas globalement avoir de sujet, mais néanmoins, si je vous reprends l'exemple que j'évoquais de la Ligue de basket, on a fait une réunion de lancement avec ces gens-là pas plus tard qu'hier. Et un des membres de la Ligue du Centre disait, bon, est-ce qu'on peut aller s'inspirer un peu de la Ligue des Pays de la Loire qui fait ça? Et là, on a dit, attention, parce que vous n'avez pas les mêmes personnes ressources, vous n'avez pas forcément les mêmes types de publics, même si globalement les programmes sont les mêmes. Donc, en fait, c'est trouver où est-ce qu'il y a un vrai tronc commun qui n'amènera aucun problème et où il y a des spécificités par ailleurs. D'accord, merci. Je vous en prie. Moi, j'ai une question. Le début du début, c'est il faut s'inscrire quelque part, il faut aller sur un site, je vais recevoir un courrier. Le début du début de quoi? À quel moment ça commence? À quel moment pour l'instant, c'est dans la tête, mais ce n'est pas encore très concret là. À quel moment, quand je vais mettre en route, je vais mettre en route où? Je vais appuyer sur quel bouton? C'est ça. Moi, dans l'offre que j'accompagne, mais même sans mon offre à moi, la première étape, c'est il y a 26 certificateurs. Moi, mon conseil que je donne là dans les premiers modules de ma formation, c'est choisissez 3 certificateurs, contactez-les, voyez comment ça se passe, le feeling aussi que vous avez au téléphone avec les gens, et sollicitez 3 devis. Globalement, à quelques dizaines d'euros, les devis seront les mêmes. Okay, il y a pas, c'est encadré, etc. Mais c'est vraiment, dès les premières questions et quand vous aurez contacté un certificateur, de dire, OK, tiens, par exemple, moi, pour l'instant, je vous donne ma démarche. J'ai contacté les 3 et à chacun, j'ai dit, je vous préviens, si vous venez m'auditer sur la pratique de la dernière année, je serai dans les choux, j'y arriverai pas. Est-ce qu'on est bien d'accord? Vous voyez, c'est poser le cadre. Est-ce que vous êtes bien d'accord qu'on m'audite à partir de telle période? Oui, nous vous auditons bien à partir de telle période. Donc, vous posez ça, vous adaptez ça. Si vous considérez que vous avez un certificateur en face de vous, ah ben écoutez, non, je ne peux pas le savoir, blablabla. Et là, vous l'évacuez, vous ne le prenez pas. Donc, en fait, c'est dès lors que vous sentez que moi, dans la méthode d'accompagnement que je propose, c'est je vous donne tous les modules en ligne. Très vite, je vous dis comment on fait pour contacter son certificateur. Et c'est surtout, on contacte le certificateur quand on imagine et qu'on a bien construit dans sa tête le temps qu'on va avoir besoin de consacrer pour être prêt. Mais l'idée, c'est de contacter son certificateur, 3 certificateurs et en choisir un, contractualiser avec lui. Et à ce moment-là, dire je souhaite être audité à telle échéance. Et pendant ce temps-là, vous faites le travail avec quelqu'un qui vous accompagne pour monter en compétence et être certaine d'avoir tout ce qu'il faut pour être prêt le bon moment. Donc pour moi, l'idée, c'est pas je comprends comment ça marche, je me fais accompagner par quelqu'un, je comprends, je construis, j'ai mes éléments de preuve et tout, ok, très bien. Et maintenant, je contacte un certificateur. Si vous faites ça, vous serez dans les fraises le temps que les certificateurs disent oui, ok, mais on ne peut pas vous faire passer avant telle échéance. Donc il y a je comprends comment ça marche, je comprends globalement le temps qu'il va me falloir pour, je choisis mon certificateur, je planifie pour là, et ensuite j'y vais, pour répondre à votre question de l'ordre des choses. Selon moi, hein, bien sûr. C'est vraiment pas drôle ce masterclass parce qu'on est là comme ça. Moi, par exemple, je vis en Suisse. Oui. Je suis résidente suisse, mais je travaille une semaine par mois en France, où je fais et du cabinet de la formation.
Bon, déjà, pour l'association agréée, ils ne comprennent rien. Les impôts, ils ne comprennent rien. Je ne suis pas sûre que j'ai un certificateur qui comprenne que j'ai le droit de travailler en Suisse et j'ai le droit de travailler en France. Non, 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 Et pas de souci. Vous allez lui parler simplement des actions de formation que vous délivrez en France, point. Il ne s'intéressera pas au reste, ce n'est pas son sujet. d'accord, mais c'est une semaine par mois. Ça veut dire qu'à tout casser, je fais 12 formations par an. C'est de ça dont vous allez lui dire, voilà, moi je fais 12 formations par an en France, je souhaite être audité sur ça, puisque vous n'avez rien à voir avec la Suisse, monsieur. C'est très clair. C'est très clair. Ok, soyez sereine là-dessus. J'ai une question de Christophe dans le chat, vous savez, qui ne peut pas nous parler. Donc, pour lui, c'était le serpent de mer. Les certificateurs doivent être homologués par un organisme. Les certificateurs sont certificateurs par décret d'État. C'est France Compétences qui les habilite. Donc, tout ça est très standardisé. Ensuite, Christophe, vous nous demandiez Calliope remplace Datadoc ou est-ce qu'il faut être Datadocké et certifié? Si je suis Datadocké, je dois, avant le 31 décembre 2021, devenir certifié, référencié certifié Calliope. Mais si je ne suis pas encore Datadocké, moi, les conseils que je donne aux organisations qui ne sont pas encore Datadocké, c'est d'aller dans Calliope directement. Est-ce que Christophe, vous pouvez m'écrire si ça répond à vos questions ou pas, s'il vous plaît? Parfait. Moi, mon enjeu, c'est de rendre ça simple et je sais que de l'extérieur, ça a l'air touffu. Mais il y a une logique, il y a des façons de faire, il y a une compréhension à s'infuser. Et j'en suis un exemple concret. Je ne suis pas le plus organisé du monde, loin s'en faut. Je suis objectivement très bon sur le management, le leadership, etc. et très mauvais sur l'organisation, la structuration et la rigueur. Et en fait, j'ai réussi à mettre en place tout un système de management de qualité basique, simple, des fichiers Excel de suivi, une logique, je me sers aussi d'une interface qui me permet de simplifier mon administratif, et ça roule. Alors, qui sont les 3 certificateurs actuels? Il n'y en a pas 3. Je vous invite, moi, à en choisir 3 parmi la liste de tous ceux qu'il y a, qu'on peut trouver. Vous tapez liste certificateur Calliope sur Internet, vous trouverez. Est-ce que vous avez une idée qu'il faut qu'on prenne sur notre, notre temps, en fait, pour mettre en place tout ça? Le temps que ça peut prendre? J'aimerais vous le dire, sauf que ça dépend vraiment d'où vous partez. Et là, pour le coup, En étant Datadocké? En étant Datadocké, en étant accompagné et en ayant des éléments de preuve qui ont déjà marché que vous pouvez réutiliser, pour moi, ça dépend encore une fois du temps que vous y consacrez, à quel moment. Mais Voilà, c'est ça. Mais c'est ce que je voulais savoir, en fait. C'est le temps qu'il faut y consacrer. moi, j'y ai consacré. J'ai commencé au premier confinement, le vrai confinement. J'ai commencé là et je suis passé les 28 et 29 septembre. Et j'y ai consacré beaucoup de temps au début et ensuite je me suis fait accompagner par des amis et là ça a été carrément plus rapide. Ce que je peux dire, c'est qu'avec ce que je propose, si vous êtes déjà Datadocké, vous pouvez en 1 mois et demi, 2 mois, et en déployant votre activité professionnelle à côté, hein, pas en faisant 1 mois et demi, 2 mois plein pot ça, avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir y être. D'accord. Là, j'ai mis à l'écran, par rapport à la question, la liste des organisateurs, des organismes certificateurs. Et vous voyez, hein, j'ai tapé dans Google liste certificateur Calliope. Et je suis arrivé là. Et c'est des liens que je donne et plein d'autres documents dans mon programme. Et en fait, typiquement, regardez cette liste. Je veux partager ça avec vous. Qu'est-ce que je pourrais vous dire par rapport à ça? Chacun fait avec ce qui lui parle. L'idée, c'est de se dire quels peuvent être les meilleurs certificateurs pour moi là-dedans. Et typiquement, de qui vais-je dire du mal? Typiquement, je vais dire du mal sans les connaître exprès. Pour moi, Bureau, Veritas, certification, jamais j'irai vers ça en me disant, c'est des gens qui font de la qualité Veritas dans les chantiers, dans les entreprises, machin. J'ai peur qu'ils soient loin de la pédagogie et de la formation pour adultes. En réalité, bien sûr que les auditeurs doivent être des gens qui connaissent l'environnement de la formation professionnelle et y aller. Mais moi, typiquement, ce n'est pas un conseil que je donne. Je préfère aller titiller,
prendre un peu de temps à regarder il y a quoi derrière, c'est qui ces gens-là, pour comprendre ceux qui sont un peu plus sensibles aux logiques de formation, bref, qui parlent un peu plus notre langage. Emmanuel dit 2 numéros DTRPEF différents, obligatoirement deux Calliope distincts et complets. Ouais, c'est un organisme de formation qui a son propre numéro de déclaration d'organisme de formation qui obtient une certification Calliope. Donc 2 dans l'exemple de ce que vous donnez, si je prévois. Quel est le budget à prévoir pour une journée? Tout ça, c'est standardisé, c'est harmonisé. Dans le document, envoyez-moi le mail sur nicolas@nicolasrimbaud.com. J'ai mis le tableau avec combien de chiffre d'affaires, combien de sites, combien machin, et en face, les budgets à prévoir. Et oui, les certificateurs, là, tu dis, ils sont 20. Compte tenu du nombre d'organismes qui devraient se faire certifier, je ne vois pas comment ils vont pouvoir faire. Hein. Ils sont à la ramasse en ce moment dans le fait de recruter des auditeurs. C'est pour ça que moi, mon conseil, c'est le plus vite possible de s'y mettre et de prendre date avec eux. Parce que si vous démarrez là un accompagnement, que allez, d'ici 2 à 3 semaines, vous dites « Ok, je visualise que globalement, je peux caler une date », vous formalisez avec un certificateur en prenant date, je dis au pif, en avril, en mai, en juin ou en juillet. Comme ça, pour vous, c'est acté. Et c'est tous ceux qui vont prendre leur temps ou se réveiller derrière qui vont être dans la difficulté de passer, en fait, avant la fin 2021. Oui, là, il va y avoir un engorgement. Ça, c'est annoncé. C'est une cata pour ceux qui vont s'y prendre un petit peu tardivement, effectivement. Et en fait, moi, je suis passé fin 2020 parce que, comme ils voulaient éviter les engorgements, ils ont permis à tous ceux qui étaient certifiés avant 2020 d'être valides 4 années au lieu de 3 ans. Donc, pour activer un peu avant fin 2020, c'est pour ça que je voulais passer avant. Vous vouliez poser... ça veut dire que dans 3 ans, il faut le refaire? Ah oui, alors attendez, oui, je n'ai pas dit ça. C'est même pire, entre guillemets, que ça. Calliope, premier jour, vous passez. Au bout de 3 ans, vous devez repasser. Mais écoutez la mauvaise nouvelle, Nora. Entre les deux, au bout de 18 mois, audit de suivi. C'est pour ça que c'est la grande différence avec Datadoc où on pluguait des documents et où là, à l'audit de suivi, ça va être OK, vous m'aviez montré que vous faisiez ça, ça, ça. Montrez-moi que vous continuez à vous en servir et que ça continue à fonctionner. C'est pour ça que c'est chouette de bien poser les bases dès le démarrage, en fait. Donc, si j'ai bien compris, il nous envoie un devis et que si on fait 6 demi-journées, c'est toujours le même prix. Oui, c'est ça. Mais en fait, votre devis… Il n'est pas payé à la demi-journée. Il a fait un devis. Il est parti sur une idée qu'on avait une telle structure, un certain nombre de chiffres d'affaires, qu'a priori, on devrait répondre en 2 journées. Mais si c'est 7 journées, c'est 7 journées. On ne l'énerve pas un petit peu si on fait 7 journées? Non, non, non. En fait, lui, il sait qu'il doit consacrer, je crois que c'est en dessous de 500 000 € de chiffre d'affaires, c'est une journée, etc. Pour être transparent, moi, j'étais à 700 000 € de chiffre d'affaires, donc j'étais à 1 journée et demie. Donc, en fait, il s'est fait, est-ce que c'est logique ou pas? Je n'en juge pas, mais en fonction du chiffre d'affaires, en fait. Donc, en fait, il sait très bien que vous allez payer tant et que lui va venir tant en fonction de votre chiffre d'affaires. Et donc, vous, en l'occurrence, Nora, si vous avez très peu d'actions de formation, il va falloir meubler pendant que vous allez lui parler, l'avoir en face de vous. Ah, ouais, moi, je peux toujours raconter des tas de trucs. Vous êtes sauvés, alors. Je peux même lui faire une consultation s'il veut. C'est ça. Il y a une question de Toba. Il me semble que Calliope est important pour les financeurs de formation des entreprises de moins de 50 personnes. Vous confirmez? Oui. Calliope, c'est indispensable pour tous les OPCO, que ce soit pour les entreprises de moins de 50 ou plus de 50. Est-ce qu'on a besoin d'être certifié si on reste quelque part toujours sous-traitant? C'est-à-dire si on n'est jamais, comment dire, l'organisme de formation? La réponse est non. Si vous êtes sous-traitant, pas besoin d'aller Calliope. D'accord. C'est comment vous voulez vivre votre activité. Moi, peut-être comme beaucoup ici, quand je me suis lancé au démarrage, j'étais sous-traitant d'un soi-disant gros organisme de formation. Gros égale beaucoup de forces administratives et commerciales. Sauf que il prenait 50% du prix de vente et il me payait à 6 mois. Mais chacun son truc. Oui, mais moi j'ai déménagé en Pays de Loire là, donc je pense que voilà, je suis bien là en tant que sous-traitant, donc
Si c'est bien pour vous, voilà, mon conseil, c'est ne vous enquiquinez pas avec Calliope. Si vous êtes D'accord. resté à 100% en sous-traitance, Ouais. cool, relâchez, laissez tomber et allez-y comme ça. Si cette activité de sous-traitante exclusive vous va, c'est parfait. N'allez pas dans Calliope, aucune obligation. C'est l'organisme qui vous fait travailler en sous-traitance qui, lui, doit l'être. Très Et bien. on n'a pas d'obligation à l'être pour travailler pour lui. Non, Il ne par peut contre, pas nous le demander. non, il ne peut pas vous le demander. L'exiger ou est-ce qu'il y a une concurrence par rapport à ça? Non, 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 non. Il ne peut pas vous le demander et il ne va pas vous le demander. Par Non. contre, il va être très casse-pied sur le fait que vous lui fournissiez tout ce dont lui a besoin Mm. pour être Calliopeisé. Mm. Donc, il va être plus exigeant en termes de formalisme administratif, votre propre formation à vous, qu'est-ce que vous faites? Si vous avez quelqu'un handicapé, qu'est-ce que vous faites? Bon, c'est simple, hein, c'est plus simple pour vous, vous n'avez pas toute la démarche de l'audit à préparer, mais il va vous demander plus de contraintes administratives, ça c'est sûr. J'ai une dame avec qui j'ai échangé hier, elle a un centre de bilan de compétences, elle me dit j'ai 60 consultants en bilan de compétences, et elle me dit, comme je suis passé Calliope, c'est une dame, comme je forme et j'accompagne les entrepreneurs, et c'était pour venir dans mon mastermind, elle me dit, je suis très exigeant, bien plus exigeant maintenant, parce qu'il faut qu'ils me fournissent tout ce qu'il faut pour que je conserve bien mon Calliope. Est-ce qu'on est bon pour ce soir, pour cet éclairage? Ouais, c'est très bien. Merci beaucoup. Ok, Parfait. Une Pour dernière moi, en tout cas. question, s'il vous plaît. je vous écoute. C'est Philippe, hein. Allez-y, Philippe. Donc, moi, je fais des formations SST, donc elles sont prises en charge par les OPCO, en règle générale, mais Oh oui. pas les formations à incendie. Donc, je vais me faire auditer uniquement sur le SST ou sur l'ensemble des formations que je diffuse. Tout à fait. C'est l'organisme de formation que vous êtes ou que vous représentez qui se fait auditer, quelles que soient ces formations. Donc, il va vouloir, par exemple, sur incendie, même si ce n'est pas pris en charge par les OPCO, il va vouloir que vous ayez exactement le même système de rigueur que de l'autre côté. D'accord. Sûr, à 100%. Si vous vous sentez encore un peu en fragilité, n'hésitez pas à me contacter. Je pourrais vous expliquer comment je m'y prends pour accompagner les indépendants et vous rendre ça facile, puisque le bon terme, c'est Calliope facile. Et dans tous les cas, j'étais vraiment ravi de prendre ce temps-là. Ah, une dernière question. Est-ce que tout est à mettre à la poubelle pour Calliope Datadoc? Non, tout n'est pas à mettre à la poubelle. On peut reprendre des éléments qu'on a dans Datadoc, mais toute la logique est différente, mais tout n'est pas à mettre à la poubelle. Il y a des choses qui sont précieuses. Dans tous les cas, je suis ravi d'avoir été avec vous. Force aux indépendants, continuons parce qu'on a de l'expertise à partager nos valeurs sous nos structures. Et je vous souhaite vraiment le meilleur dans cette démarche, mais aussi dans vos activités. Merci. Merci à toi. C'est bien. Bonne soirée. Merci Avec beaucoup. Prenez soin de Et vous. au revoir. Bonne chose. Au revoir.